Bonjour tout le monde. Oh là là, il y a du monde. On va faire un coucou général. J'espère que tout le Ouais. monde va bien. Bonjour, bonjour tout le monde. En fait, on voulait revenir aujourd'hui sur pas mal de choses avec David, notamment sur vos sites internet. Depuis que je me suis lancé dans des, comment dire, dans des check-ups de sites internet de collègues qui m'ont contacté par le biais d'un post Facebook machin et que j'avais déjà posté sur mon mur, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de petites choses effectivement à corriger. Et comme je sais que David est plutôt un très bon technicien et de très bons conseils sur des sites internet, je vais lui laisser la main sur la partie technique par rapport au site internet. Et si vous avez des questions spécifiques justement qu'on a déjà posées au préalable, on va les voir ensemble avec David. On va essayer Mm. d'être le plus large possible et puis de voir tout ça ensemble. Donc j'ai la liste des questions sous les yeux et j'ai reposté encore sur mon mur Facebook si vous avez encore d'autres questions qui viennent par la suite. Soit vous venez les poser en direct sur Instagram et on les lira en direct, on tâchera de les reprendre ensemble. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Il y a une question qui a été posée après coup par Audrey et qui en fait est une bonne introduction, je pense. Ah ben, vas-y, je te laisse la poser du coup. Parce que du coup, c'était est-ce qu'il faut travailler son SEO en période de confinement? L'idée, c'est que le SEO, il n'y a pas de méthode où en 2 jours, on va devenir tout fort, premier partout, etc. C'est un travail de long terme et sur les petits détails. Et c'est tellement lourd comme travail que ça prend tout notre temps au quotidien, en plus de ce qu'on fait déjà en tant qu'entrepreneur. Donc du coup, la question de est-ce qu'il faut le faire en confinement, bah, en fait, oui, parce que c'est le moment où on peut rester devant son ordinateur assez longtemps sans être dérangé par des rendez-vous pour courir partout. Euh, et parce que de toute manière, à la fin du confinement, le SEO ne sera pas fini, puisqu'il y a la deuxième période après. C'est la période où en fait on doit vérifier où on en est dans ses scores et le continuer à l'améliorer, puisque c'est ça le principe d'un site internet, c'est qu'il n'est jamais fini. Même au-delà de ça, plus je me penche dessus, plus en fait je me perçois que c'est un puits sans fond quelque part. C'est que j'apprends toujours dans des choses tous les jours. Bah déjà parce que je suis en relation avec toi et que tu m'informes sur les erreurs que je peux faire, tout ça. Alors, je suis loin d'être parfait, je suis loin d'être parole d'évangile. Hein, les Oui, techniques que j'utilise pour moi fonctionnent peut-être que pour moi, pour des interfaces spécifiques, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Certains d'entre vous sont sur WordPress, certains d'entre vous sont sur Squarespace, certains d'entre vous sont sur d'autres plateformes. Donc, il ne faudra pas généraliser tout ça. On tâchera d'être le plus précis possible. Euh, mais au-delà de ça, oui, je pense vraiment que c'est le bon moment, effectivement, pour bosser. Mais il n'y a pas, comme tu disais, il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Au-delà de ça, non, non, je pense que c'est un mal nécessaire. Je suis plutôt partisan de ne pas mettre mes œufs dans le même panier. Donc, pas miser uniquement sur une plateforme. Je pense que ça a été une des questions. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. De ne pas miser que sur le SEO ou que sur la partie Instagram. Aujourd'hui, on va se focaliser que sur la partie SEO et la partie esthétique de vos sites internet. Parce ouais, que on va peut-être commencer par ça. C'est à la base, les sites internet ne sont pas spécialement prévus pour les photographes. oui, Les indications qu'on vous donne sont plutôt faites pour le propos général ou généraliste. ouais. Ouais, en fait, je suis en train de finir une sorte de document, je sais pas comment on dit, une sorte de checklist ou alors des petites explications pour ceux qui sont un peu largués. Et les premières pages disaient exactement ça. En gros, sur Internet, il y a énormément de conseils et de gens qui vous disent quoi faire en SEO, voire même des gens qui vous appellent au téléphone, qui vont vous faire payer beaucoup d'argent pour faire des techniques qui en fait euh, sont pas étudiées pour les gens qui veulent montrer du visuel. Parce Des qu'en fait, portfolios, des photos, enfin voilà, mm, ou même des vidéos pour les vidéastes, qui oui, sont en général oui, encore moins adaptés. parce qu'il y a il y a une grosse complexité en SEO pour un photographe, c'est du coup c'est la performance puisque il va y avoir des pages qui vont être très très complexes euh, à, à optimiser si mettons il y a 60 photos sur un seul article, voire 350 000 comme Eric sur un seul article. Non, Donc j'en mets grosso modo 140, 150 maximum. Bon, c'est déjà pas ouais, mal. C'est déjà pas mal. c'est déjà, c'est déjà beaucoup, ouais. Sachant que sur mon Euh, interface, je les mets une par une, ouais, je passe du temps.
Mais une fois que Mais c'est fait, tu vois, c'est ça le truc, déjà. voilà. Et comme moi je fais ça aussi, vu que je fais de la photo et de la vidéo, j'applique les méthodes de SEO, mais par rapport à, à mes contraintes de boulot aux vôtres aussi. Donc du coup, on va parler de ça. Et il va y avoir des exceptions, je pense. Enfin, il y a toujours des exceptions. Voilà, un peu l'idée, quoi. Comme je dis toujours, le but aujourd'hui, c'est pas de vous montrer qu'on est absolument parole d'évangile et qu'on sait tout sur tout. Ouais. On apprend tous les jours. Moi, aujourd'hui, je suis pas là pour vendre une formation ni rien. Euh, Clairement, si vous voulez checker vos sites internet, tout ça, je vous invite à vous rapprocher de nous pour qu'on puisse voir ça en privé, pour qu'on puisse en parler. On peut vous donner des idées précises, des choses comme ça. Après, si effectivement il faut passer un cap spécifique, là, à ce moment-là, on parlera d'autre chose. Mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu voudrais qu'on parle d'une question précise, peut-être, pour commencer, David? Ouais, parce que Vas-y, vas-y, les je t'en gens prie. je pense qu'il faudrait parler de la question qui a été posée par énormément de gens, euh, c'est-à-dire l'image, enfin Ouais, la photo. Bon, ouais. Je suis en train de voir laquelle, ouais, effectivement. ouais. Donc, je sais plus, il y avait Audrey, Michel, Géraldine, Amandine, Vanessa et d'autres, et ils avaient posé tous un peu la même question. Et, euh, et c'est ce que je vais mettre en ligne sur le premier guide qui sera téléchargeable. Donc, ce sera sur le site Euh, internet, j'imagine, c'est ça? ouais. Tout le monde a demandé quelles images, quel poids. euh, Les haltes, les dimensions, les nouveaux formats qui arrivent. voilà. Donc, les nouveaux formats, je vais balayer cette question assez rapidement parce que je sais pourquoi les gens la posent. C'est parce que la plupart des photographes curieux, euh, la plupart des photographes curieux utilisent les outils d'optimisation qui permet d'analyser leur vitesse de site internet, genre Du style GTmetrix. Voilà, ouais, pour le voilà, citer. Google Speed Insight ou Lighthouse. Tous ces outils, petit aparté, tous ces outils, c'est bien et il faut les utiliser, mais en fait, il ne faut pas en utiliser qu'un seul. Et à la fin, il vous dit forcément à tous les photographes et surtout aux vidéastes, euh, votre site ne va pas assez vite, c'est l'horreur, je vous donne des recommandations. Et les premières recommandations qu'on lit et qu'on comprend, c'est oh, vos formats d'image sont vieux, obsolètes, utilisez JPEG 2000, JPEG je sais pas quoi, XR machin, ou alors WebP, les nouveaux formats. Alors, direct, moi je vous dis, on va balayer cette question-là parce que ça, ce sont des formats en fait que Google essaye d'imposer depuis des années parce que c'est eux qui l'ont créé et ils veulent arrêter de passer euh, vers des formats open source, donc gratuits. Parce que quand ils disent aller vers des formats, comment dire, nouveaux, et en parlant de JPEG 2000, moi, quand j'étais à l'école étudiant en 2003, c'était déjà des formats où on nous disait ça va remplacer tout. Puis ça n'a jamais rien remplacé. Donc, surtout, tombez pas là-dedans. Tous ces formats JPEG nouveaux sont pas compatibles avec tous les ordinateurs. Donc, c'est clair. Le WebPP, je crois que c'est ça, un WebPP. Certains sites l'utilisent, mais parce qu'on pensait que c'était vachement bien pour la protection des copyrights et en plus ça compressait. Puis en fait, Apple avec Safari n'est jamais passé le cap parce qu'ils attendaient et du coup maintenant ils ont dit qu'ils passeraient plus et Firefox a dit nous on revient en arrière et on le montre pas. On le met pas compatible. Donc tous ces trucs là, faut arrêter de le lire quand vous lisez un, un audit de vitesse de site, restez sur du JPEG. Voilà, pour faire assez simple. Enfin, du JPEG et hors exception. Niveau Voilà. compression, niveau taille de l'image, donc pixels, DPI, tout ça. DPI, ça Voilà. parle à tout le monde, j'imagine. Hein. Ouais. De toute manière, les DPI, euh, on est sur des écrans. En théorie, il n'y a pas besoin de changer les DPI puisque les DPI ont une pertinence sur de l'impression. Euh, Et en plus, même s'il y a des écrans Retina avec des DPI différents, les techniques de web design ou de développeur web, euh, ça se passe autrement pour afficher les images. Ça, on va en parler, mais c'est des exceptions. Euh,
L'idée, c'est que quand tu es à l'école en design, en développement pour des sites internet, l'idée, c'est qu'on te dit une page internet doit pas peser plus de 3-4 mégas. En sachant que 3-4 mégas, quand je vous dis ça, c'est la totalité des fichiers. Donc, Euh, tu parles du Java, là. Enfin, Java compris, et ainsi de suite. Des scripts, en tout, fait. ouais, code, texte et surtout photo, parce qu'en fait, au final, c'est que les photos qui prennent du temps. Mhm. Euh, Bah, de toute il y a façon, des illustrations. quand on check sur des sites du style GTmetrix, tout ça, si vous cliquez sur l'outil Waterfall, donc vous pouvez voir simplement les scripts qui sont envoyés directement sur l'ordinateur, donc qui va s'afficher chez le client potentiel. Toutes ces données-là, en général, ce qui prend le plus de temps, effectivement, et comme tu disais, c'est les photographies. Donc, c'est ce Ouais. qui, effectivement, en général, pose le plus de problèmes. Encore plus si vous êtes vidéaste, là, en plus, encore, c'est des modules, même si vous copiez-collez des URL du style Vimeo ou YouTube, c'est en général ce qui pose souci. Mais bon, voilà, on est avant tout là aussi pour vendre du visuel. Donc, ça va rejoindre ma prochaine question, mais du coup, j'en parlerai un peu plus tard. Je t'en prie. Non, non, il n'y a pas de souci. En termes de compression, non, mais je vois qu'il y a des Dis discussions bonjour en à tout le parallèle. monde. Désolé, hein. Il y a débat dans des débats, c'est rigolo. Il y a des gens qui veulent jouer à des jeux vidéo. Ouais, j'ai compris. Euh, ouais, on va parler du GIF. Ouais. Ouais. Alors, du coup, l'idée, c'est assez simple. Et tout ça, ça sera par écrit. Mais si vous avez des images sur votre site qui dépassent, je dirais, qui dépassent les 250 kilos, ça commence à être compliqué, en fait. Parce que c'est là où, en fait, tous les outils de performance vont vous dire, là, avec un peu de compression, vous allez pouvoir gagner 15-20%. Et c'est bien. Donc ça, il faut les suivre au fur et à mesure. Et après, il faut toujours prendre du recul parce que quand le logiciel de performance vous dit ah ben là, vous pouvez gagner 2 kills, bon ben on s'en fiche. Là, c'est ce qu'on appelle un faux positif. On le prend pas en compte et on le laisse passer. Voilà. Et alors du coup, la page doit faire entre 3 et 4 mégas. Et pour un photographe, il faut que vous vous concentriez sur la page d'accueil puisque c'est la page qui va vous faire la conversion vers les autres pages. Et au final, si on prend l'exemple d'Eric, en termes de SEO sur les images, sur le blog, ça sert à rien de travailler l'optimisation des images sur le blog parce que les gens qui vont sur les articles de blog sont déjà des gens qui sont convertis par la page d'accueil. Il y a déjà une page Donc d'ancrage en fait, pour ancrer le travail et pour ancrer le discours. voilà, et j'irai même encore plus loin, c'est que comme la plupart des photographes maintenant utilisent euh, une tendance de design à mettre une grande photo hyper belle en plein écran sur la page d'accueil, il faut que, ouais, Gaël, on va en parler de ça. Il faut que la première image, elle soit affichée le plus vite possible. Si les gens ils ont 2 secondes d'attente, c'est perdu. À mon sens, c'est perdu. Voilà. Donc, quand on vous dit votre site, votre page doit faire 3-4 mégas, c'est vrai, mais dans sa totalité du contenu, mais dans la première seconde, il faut qu'il y ait moins de 1 méga qui se charge pour que les gens voient de suite quelque chose et que ça continue à charger derrière pendant qu'ils sont en train de scroller. Et si on peut prendre l'exemple de Gaël, parce que tu en as parlé, sinon je ne t'aurais pas cité, il y a une époque sur sa page, alors j'y suis pas allé depuis, et il avait testé un truc assez joli avec un gros gif très 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 joli. Mais le truc c'est qu'il n'a pas pensé que tout le monde n'avait pas internet peut-être comme En lui. haut débit ou Et la fibre ou en 4G, enfin ce que vous voulez. voilà. Et donc du coup il avait fait un gif de la taille de sa résolution de son écran et avec beaucoup d'images puisque c'est un gif animé. Et je sais plus combien c'était. On dépassait Alors, largement les 10 ou 30 mégas. du coup, David, j'ai deux questions du coup qui viennent à l'esprit. C'est bien évidemment, comme tu disais, la première page doit être suffisamment légère malgré tout pour présenter du visuel. Donc Ouais. le bon compromis, tu dirais, en termes de secondes ou en termes de mégas, ce serait aux alentours de, je sais pas. Enfin, on est d'accord que ta première page, c'est la page la plus importante de ton site internet. Ouais. Moi, déjà, Ouais. je suis pas partisan de dire faire une page de ce qu'on appelle une page couverture ou une page cover, vous appelez ça comme vous voulez, Non, faut pas pour faire ça. ensuite appuyer sur un bouton pour ensuite rentrer sur le site internet. Moi, personnellement, je ne suis pas partisan de ça pour cette simple raison, c'est qu'en termes de référencement, vous n'allez pas être bien ranké ou être bien placé si Ouais. vous mettez juste un bouton entrée sur votre site internet. Ouais. Pour en avoir vu pas mal, notamment Il y en a dans encore. notre Ouais. monde, il y en a encore pas mal qui l'utilisent. C'est Ouais. pas adapté
à la recherche SEO. Je vous le dis tout de Pas suite. du tout. Ouais, pas du tout. Il faut qu'il y ait du C'était même, texte, il faut qu'il y ait du contenu, il faut que les photos soient bien nommées. Enfin, voilà, il y a pas mal d'outils qui peuvent vous aider par rapport à tout ça. Mais ouais, donc c'était les c'est même, deux questions dont on pouvait parler maintenant. En fait. c'est même encore plus parce que les gens qui utilisent toujours une page parking d'intro où il y a juste un bouton pour dire entrer ici ou entrer sur la version française, entrer sur la version anglaise. Euh, Au final, ils se sont rendus compte que ça marchait pas, mais ils veulent garder cet impact-là visuel. Euh, voilà, et exactement. Merci Sarah. Et le truc, c'est qu'ils cachent du contenu de texte, soit plus bas, Ou soit en en petit texte backlink ou des choses invisible. comme ça. Alors les backlinks, Voilà, c'est des sur liens cette en fait page-là. qui vous ramènent vers d'autres sites ou qui ramènent d'autres sites vers vous, qui vous référencient. C'est français hein, ce que je Qui dis. est, mais ce qui est ridicule parce qu'au final, autant faire une vraie page d'accueil avec du contenu que d'en faire une avec une grande image avec du contenu caché. Parce que de toute manière, maintenant, c'est avéré, et au moins depuis 2 ans, Google vous pénalise, enfin Google et les autres moteurs de recherche, mais on va parler quasiment que de Google. Google vous pénalise si votre texte est trop petit, si votre texte est invisible Par exemple, alors, ou, ce que tu ou veux pas dire par cliquable. invisible, c'est simplement si votre texte est blanc sur fond blanc. Ouais, ouais, ou Ou transparent. si Ouais. les Mm, contrastes mm. ne sont pas suffisamment prononcés pour que du coup Ouais, Google les considère ouais, comme étant transparents. ouais. En fait, il y a 3 scores assez connus qu'il faut prendre en compte. Voilà, je viens de m'auto-piéger. Il y a, il y a le score de performance, le score d'accessibilité, je sais plus que. Ah oui, ben, le score de SEO, je suis con. Et l'accessibilité, c'est ça. L'accessibilité, c'est comment votre site est perçu euh, visuellement. Donc, l'espacement des mots, la taille des lettres, le contraste entre les couleurs, c'est hyper important. Vous allez gagner énormément de chiffres en travaillant que ça. Voilà. Mm. Mais, mais Justement, là, on parle de pour vérifier tout ça, vous avez des outils en ligne qui vous permettent effectivement de connaître votre autorité ou des choses comme ça. Donc, si tu veux, on peut en parler très rapidement. C'est des outils en fait qui justement vous disent, ben voilà, c'est là où vous en êtes au jour J précis, machin. Après, vous faites des petites adaptations, vous rafraîchissez simplement la page et il vous montre les scores en direct. Donc ça, c'est quand même pas mal, c'est des bons outils. Moi, ça m'a permis par exemple d'augmenter légèrement pas mon domaine d'autorité, mais tu appelles ça autrement Si, si. En fait, moi, moi, je regarde le score de Moz, M-O-Z, et en fait, le Moz fait une moyenne de 2 scores. Le domaine authority, qui est un score qui est lié à la totalité de votre nom de domaine. La quasi-totalité de ce score est basée sur le temps de vie du nom de domaine et après comment vous l'utilisez. Et après, il y a le page authority qui est un score par page de votre site. Et donc forcément, celui qui a le plus gros score, ça va être votre page d'accueil. Et, euh, et c'est ce score-là additionné en faisant une moyenne qui vous fait un score et qui vous permet de savoir comment vous allez être placé sur votre recherche. Enfin, quand les gens tapent photographe euh, Bordeaux, et ben du coup, ce score rentre en compte dans votre positionnement. Voilà. Il y avait une bonne question là sur le score de spamming. Voilà. Et il y a un score de spamming. Donc le score de spamming, c'est toutes les mauvaises pratiques que Google voit sur votre site. Le duplicata de Et contenu, le duplicata de texte. voilà, c'est pas un score de spam. Le mot spam n'est pas comme le spam de vos emails. J'aurais appelé ça en français un score d'intoxication. Donc en gros, euh, ton site internet a tant de pourcentage d'intoxication par rapport aux autres. Et le problème, c'est que, bon, mais comme ce qu'on vit en ce moment, le score de spam se transfère d'un site à un autre. Donc, il va y avoir des sites internet qui ont un gros score de spam. Si vous avez votre site qui est référencé dessus, eh ben, vous allez être impacté. Voilà. C'est hyper important ça. Mais bon, c'est du travail au quotidien de recherche. Mais même si par exemple Vimeo est un super site et je l'utilise beaucoup, ils ont un gros score de spam.
Voilà, c'est malheureux, mais ils ont un gros score de spam. Aussi Alors, parce que il faut Vimeo, on va dire clairement, il faut l'utiliser par parcimonie. Si vous mettez par exemple 6 liens Vimeo sur votre site internet sur une page, c'est considéré comme étant une mauvaise note de spamming. Pour vous donner un exemple précis, voilà, ça vous donne un exemple. ouais. Et en plus, le score de spam est historique. C'est-à-dire que si vous vous appelez, si vous vous appelez David Dupont et que vous êtes photographe, mais qu'il y a 10 ans, il y a un David Dupont qui avait votre nom de domaine et qui a arrêté son travail et qui a arrêté de payer son nom de domaine, vous tapez sur votre hébergeur votre nom de domaine David Dupont, vous l'achetez sans vérifier et le nom de domaine qui a une mémoire historique de tout va garder ce score de spam même si c'est pas vous qui l'avez créé. Donc ça c'est hyper important et ça m'est arrivé enfin, j'ai découvert ça dans le malheur quoi, sur un site internet d'avoir un score de spam à la création directe quoi. Donc c'était dû à une histoire quoi. Un premier hébergement ou un historique du site internet, Ouais de ouais ce nom de domaine. ouais voilà. Ça vient du coup rejoindre la question dont je voulais parler et dont j'avais lancé un petit débat il y a quelques jours. C'était esthétique ou performance et ou performance. Ouais on en est là. On est d'accord, effectivement, comme tu disais, que le poids de la première page, c'est le poids le plus important. Ouais Après, ce premier filtre passé, honnêtement, je trouve que l'esthétique, malgré tout, doit être priorisée. ouais ouais. Personnellement, hein, c'est un avis personnel, hein, ça n'engage que moi. Je vois pas mal de sites internet que je trouve ne sont pas spécialement adaptés au marché 2020 en termes Ouais. esthétiques, mais par contre qui sont très très bien référencés en termes de lisibilité Google. Qu'est-ce que tu privilégies personnellement? Bah déjà, déjà, faut se méfier en fait de ceux qui font un SEO poussé en mode vente de produits, genre quelqu'un qui a eu de l'expérience en SEO pour vendre des radiateurs électriques, en effet, va faire un site internet parfait pour faire un canal de conversion de vente. Un système Sauf qu'en fait, d'entonnoir, hein, on est d'accord. C'est ouais, ouais, écrémer tout mais, simplement ouais. Mais le problème, c'est que souvent, je le vois tout le temps, ils vont pas mettre en avant la première photo. Et la première photo, même si elle peut être jolie, ils vont la mettre en 800 pixels alors qu'elle s'affiche en pleine largeur sur le site. Et comme nous, on a tous des écrans Retina ou pas loin de les avoir pour ceux qui l'ont pas encore, et ben les photos mal compressées, c'est juste crado. Et là, pour le coup, je te rejoins, faut pas le faire. Voilà. Moi, je considère qu'on vend des photos et si la photo est en JPEG 50% en 800 pixels, alors qu'elle est affichée sur votre page d'accueil en plein écran, et ben c'est pas bon. Enfin, moi c'est mon avis. Ça, enfin, ça va pas être joli esthétiquement parlant. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des petites astuces. Moi la notion à comprendre, et ceux qui ont des notions de web design le savent, mais la seule notion à comprendre, c'est anticiper la taille d'affichage des photos de votre site. Moi maintenant, j'ai compris exactement les tailles que j'ai besoin, et j'en ai que trois. Euh, et ça dépend de votre site et de vos besoins, mais il vaut mieux passer du temps à créer, c'est con comme idée, mais je le dis tout le temps, il vaut mieux passer du temps à créer un dossier en local, par article ou par page, euh, qui répertorie vos images pour votre site. Euh, Comme ça vous prend du temps de préparer votre site. Donc pour faire simple, la taille, moi que je considère la plus utilisée pour la totalité des pages, et après il n'y a que des exceptions, c'est une taille une taille qui est à peu près à 1600 pixels. Euh, et cette taille-là va vous permettre de gérer les photos qui s'affichent en plein, euh, comment dire, pas en plein écran, mais les photos qui sont le plus grandes de votre site, quoi. Ça, c'est la taille qui est la plus intéressante. Pourquoi 1600? Parce que, bon, je reviendrai dessus. Et après, il y a deux autres exceptions.
vous avez l'exception de votre superbe page d'accueil où il y a la photo qui est en très très grand. Et là, en fait, du coup, vous allez être obligé, sur cette exception-là, de ne pas euh, mettre 1600 mais plus. Donc, je dirais que entre 1920, qui est la taille HD, la taille de la plupart des écrans des ordinateurs, et 2500 pixels, c'est une bonne, résolution. ouais, c'est une bonne résolution. Pour l'affichage pleine barre par exemple, un encart ou un truc comme ça, un en-tête. Ouais. De toute façon, je pense que la plupart des photographes ont ça maintenant, une page où vont la voir, ou leur page d'accueil, c'est leur plus belle photo, ou alors un slideshow. Très souvent, c'est ça, et en général, c'est en plein écran, d'après ce que j'ai pu voir. Voilà. Est-ce que tout le monde... J'ai juste une question pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez juste ajouter un petit cœur pour montrer que vous êtes bien présent et que vous n'êtes pas endormi et que tout va bien pour vous pour le moment? Ouais, ça parle. Ça parle. Je voudrais juste vérifier que tout va bien pour tout le monde. Juste rajouter des petits cœurs si vous le désirez. Tout ça, ça nous fera plaisir en tout cas. Donc oui, effectivement, rajouter ce genre d'informations, je trouve que c'est important. Notamment sur celle de la première page. Donc, j'avais vu une question qui passait du coup du côté de Vanessa, qui disait du coup à quoi ça sert les pages cover. Alors moi personnellement, les pages cover, je m'en sers pour, par exemple, quand je remets des slideshows à des clients, je leur envoie un lien sécurisé avec un mot de passe, avec une jolie page de présentation, ou peut-être pour des galeries ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est un avis que moi je vous donne. Je ne le considérerais pas comme un pied d'ancrage de mon site internet en le mettant en première page personnellement. Julien avait posé une autre question aussi entre-temps en demandant du coup comment on fait quand on est vidéaste au niveau de la première page. Ah, c'est un vrai problème. Ben, moi je pense que, moi c'est ce que je fais sur les pages où je fais de la vidéo. C'est malheureux à dire, mais tous les contenus que je mets sur mon site, c'est pas du contenu en taille réelle ou en compression réelle, c'est du contenu fait pour le site. C'est tout. Donc tu le sors en deux versions différentes ou comment tu fais? Ouais, je suis obligé. Et encore plus pour les vidéastes parce que ça crée des problèmes assez conséquents de performance. Parce que du coup, chaque vidéo qui apparaît doit aller chercher la librairie JavaScript, soit YouTube, soit Vimeo. Et dès qu'on rajoute des librairies en plus, ça ralentit l'affichage de votre site. Donc, comme il y a 80% de gens qui nous écoutent qui sont sur WordPress, il faut vraiment se méfier des plugins. Dans WordPress, il faut toujours privilégier le plugin qui va pas se rajouter un peu partout dans votre site, mais qui va plutôt avoir une notion de se compacter avec tous les scripts, quoi. Et après, pour Squarespace, les librairies sont déjà intégrées, donc elles sont déjà compressées dans le corps de Squarespace, donc c'est plus intéressant. Mais sur une page, quand tu commences, et si c'est ta page d'accueil, c'est vraiment compliqué. Si tu commences à mettre 5-6 vidéos sur ta page d'accueil, ben, moi, je pense que c'est mort. Voilà, c'est pas bon du tout. Ça va être trop lourd, tu veux dire. Pour utiliser des mots assez simples. Là, moi, effectivement, je suis sur Squarespace. Donc, c'est une plateforme que je connais depuis maintenant 6 ans, tout ça. Donc, je me suis rendu compte que des erreurs que j'ai pu faire dessus. Il y a la version 7.1 qui est sortie depuis peu. Moi, j'utilise la version 7.0. La grosse différence entre les deux, pour en parler succinctement, c'est qu'en fait, il y avait des soucis au niveau du JavaScript sur la version 7.0. La version 7.1 est beaucoup plus adaptée par rapport aux normes actuelles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça et la différence peut-être grosso modo par rapport à du WordPress? Non, on continuera à parler des images parce que je pense que c'est le plus intéressant. Puis c'est bien de changer de sujet. En fait, la différence entre WordPress et Squarespace, c'est que déjà, moi je le dis tout le temps, j'essaie pas d'être pro Squarespace parce que je l'utilise maintenant, mais moi, je suis carrément pro Squarespace. Je le dis. J'ai pas d'action. Je ne suis pas commissionné. J'adorerais, mais je ne suis pas commissionné.
Je me bats en Non, ce moment on n'est pas pour, une secte. ouais. Je me bats en ce moment pour essayer d'avoir des coupons auprès de Square News. Donc je les ai contactés hier. Donc logiquement, dans les jours qui vont arriver, je devrais avoir un coupon pour vous donner, justement parce qu'ils vont sortir des templates pour la version 7.1. Donc si j'arrive à avoir quelque chose en négociation avec eux, je vous tiendrai au courant et je partagerai ça soit sur Facebook, soit sur Instagram ou sur les deux, je sais pas. Voilà. Alors, ça ne Mais sera pas des templates parce que justement, c'est la différence entre la 7 et la 7.1. C'est que la 7.1, c'est une seule template pour tout faire. Euh, donc, ils ont arrêté leur histoire de template et je pense que d'ici un an, euh, ils veulent ne plus faire quoi que ce soit sur la 7. Et en fait, quand vous choisissez un site, une création de site en Squarespace en 7.1, vous avez l'impression de choisir des templates, mais en fait, c'est juste des pré-visualisations avec la même ossature, quoi. Voilà. La différence, c'est que ils ont des années d'expérience. Euh, c'est une entreprise Squarespace avec 600 employés, euh, très familiale. Et donc, du coup, là, la 7.1, pour eux, c'est une mise à plat de tout ce qu'ils ont fait et on recommence tout. Alors, ça a des avantages et des inconvénients, quoi. L'avantage, c'est que moi, je du les vois coup, carrément les inconvénients. ouais, l'avantage, voilà, c'est que c'est assez puissant. J'ai des exemples assez forts sur la compression, sur Les JavaScript. l'optimisation. Ouais, ouais, tout le problème qu'ils avaient de stock, d'affichage de script est résolu. Et en plus, ils ont optimisé énormément d'accessibilité, qui c'est assez fort. Il y a encore un peu de boulot sur la partie mobile, mais c'est déjà top top. Ça rejoindra Enfin, en tout cas, justement moi, la question d'après. Donc, on ouais, reparlera des images entre temps, mais après on parlera du ouais. mobile friendly. Mais mais du coup, l'inconvénient, c'est que comme ils remettent tout à plat, et ben, ils ont cru bon de dire qu'il fallait tout recommencer le site et il n'y avait pas d'outil de migration. Donc, bon, pour quelqu'un comme moi qui a l'habitude de bidouiller, déjà c'est lourd. Alors pour quelqu'un qui est pas du tout formé à ça, en fait ça c'est démoralisant. Donc du coup, pour le moment, on attend un peu les versions sur la 7.1. Donc là, pour le moment, les gens qui sont passés en 7.1, qui étaient autour de moi, euh, ont recommencé leur site. Ce qui n'est pas un mal parce que moi je considère que c'est bien aussi de recommencer parce que du coup sinon votre site et le mien en premier là actuellement devient une usine à gaz parce que ça fait des années que vous l'avez pas changé. En aparté, à mon avis, il faut le changer tous les 2 ans, un an. Enfin, changer, le faire évoluer. Et donc, moi, je suis en train de passer en 7.1, je prends mon temps, quoi. Voilà. Et en fait, la différence entre la 7 et la 7.1, voilà, je l'ai dit, et la différence entre Squarespace et WordPress, c'est que déjà, c'est pas deux outils identiques. Donc, moi, je dis tout le temps, c'est pas comparable. Il y a un outil qui est un code open source installable sur n'importe quel serveur. Et vous avez des hébergeurs qui vous font des installations automatiques. Mais au final, vous pourriez avoir votre propre serveur et télécharger le code source et l'installer par vous-même. Ça a un avantage, ça a des inconvénients. Et Squarespace, on n'a pas accès au code source qui est chez eux, et du coup, c'est compilé. Donc, je sais pas comment. Bon, je sais pas comment dire, mais En tant que novice complètement technique sur les avantages et les inconvénients de WordPress, moi je vois malgré tout un avantage sur Squarespace, déjà c'est l'utilisation. Je trouve que c'est une interface qui est plutôt très simple à utiliser. ouais, Il y a pas de mise à jour à faire. Donc si vous avez une galère de mise à jour, comme j'ai pu voir il y a pas très longtemps sur Facebook, passer un message de ouais, je n'arrive pas à accéder à mon site internet, est-ce que quelqu'un peut m'aider, tout ça, tout est géré directement par la team de Squarespace. ouais. Il y a un Google Analytics déjà intégré à Squarespace, donc il n'y a pas besoin d'accéder à des données spécifiques où vous avez déjà donné, donc déjà intégré, ancré déjà directement sur votre site internet. Il n'y a pas de miroir ou de sauvegarde à faire sur votre site internet, tout est géré sur un ordinateur
quelque part, logiquement aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. Donc c'est bien, par exemple, si vous voulez vous démarcher des clients américains ou des clients canadiens. Clairement, je vais vous en parler tout de suite, comme ça ce sera fait. Alors par contre, le désavantage, c'est qu'il n'y a pas de plugin. Donc par exemple, pour tout ce qui est site mapping, donc scanner votre site internet et faire une demande auprès de Google. Parce que Google ne se réveille pas le matin en disant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais scanner le site internet de David, je vais scanner le site internet d'Eric ou des choses comme ça. Donc sur WordPress, vous avez des systèmes du style Yoast ou d'autres plugins du coup qui peuvent envoyer une requête auprès de Google à chaque fois que vous faites une mise à jour. Là, c'est vous qui gérez votre mise à jour. À vous de savoir vous en servir d'une bonne ou d'une mauvaise façon. Ça, c'est une technique spécifique que moi j'utilise et que je recommande. Voilà, je ne vais pas en parler de suite, c'est parce que c'est pas le but d'aujourd'hui, mais j'en parle lors de mon workshop, tout ça. Donc, je convertis pas mal de gens sur Squarespace, notamment pour cette raison-là. Mais bon, c'est pas le but d'aujourd'hui. Bah alors après, les serveurs Squarespace, comment dire, où il y a les gens qui travaillent sont aux États-Unis, mais du coup, ils utilisent ce qu'on appelle des CDN, les 3 lettres CDN, et du coup, ils envoient votre site quand même en France, enfin, en Angleterre, pour les En Européens. Europe, voilà, ils Donc, sont différents. donc en termes de performance, même s'il y a un décalage de quelques heures, voire de quelques jours, quand il y a des problèmes comme actuellement, euh, les sites sont optimisés pour les autres pays, il n'y a pas de souci. Euh, le truc, c'est que euh, moi, je prends toujours l'exemple, désolé, je fais toujours des images pour que les gens comprennent, mais je prends toujours l'exemple de euh, t'es célibataire ou tu vis à deux dans un appartement et tu te dis je vais pas acheter de la vaisselle, je vais faire ma propre vaisselle, ça sert à rien, quoi. Et en effet, tu peux faire ta propre vaisselle. Puis quand tu commences à avoir des enfants, tu te rends compte que ce temps-là, tu veux l'allouer à autre chose. Et donc, du coup, tu achètes le lave-vaisselle. Pas parce que c'est génial, mais parce que ça te permet de faire d'autres choses en même temps, à la place plutôt. Et du coup, Squarespace, c'est pour moi le plus gros avantage, c'est que tout le temps que vous passez en optimisation et en maintenance sur WordPress, vous l'avez pas. Très clairement, sur Squarespace, vous l'avez pas. Et pour faire une petite explication, il y a une mise à jour, je sais plus, je crois que c'est les jeudis soirs, par semaine, il y a une mise à jour du code de Squarespace, donc ils travaillent beaucoup. Euh, et le problème de WordPress, c'est que du coup, l'outil est génial dans dans sa base. Dès qu'on commence à rajouter des plugins, et on avait fait euh, des statistiques là-dessus, donc c'était génial, il y avait un peu plus de 100 personnes qui avaient répondu. Euh, et dès qu'on commence à dépasser une dizaine de plugins, ben, votre site va avoir des problèmes. Dès que un plugin se met à jour, euh, il faut faire attention parce que ça fait sauter votre site, etc. Donc c'est du temps, c'est chiant. Et après, juste, j'ai vu quelqu'un, je suis désolé, je sais plus qui Vas-y, c'est. vas-y, je t'en prie. Je vais essayer d'être. Ah oui, Moonrise Photographie, désolé, je connais pas ton prénom, peut-être Eric, tu connais. Il y a Anaïs, non? Et qui dit EWIX. Et alors, EWIX, le truc, c'est que Squarespace, c'est une entreprise avec des employés en mode familial. Même si c'est 600 personnes, c'est une petite entreprise. WordPress, c'est la communauté, donc tout le monde peut faire tout et n'importe comment, mais c'est open source, donc c'est surveillé. Et Wix, euh, ils ont eu une politique très peu chère, et maintenant ils ont mis les mêmes prix que Squarespace, et en plus ils sont rentrés en bourse. Donc moi, ça me dérange personnellement de mettre de l'argent dans des gens qui sont en bourse, parce que c'est un peu instable, surtout en ce moment. Et donc voilà. Euh, et Surtout que je pense vraiment en termes SEO vraiment relatifs, c'est que vous augmentez le SEO de Wix plutôt que le vôtre au final. ouais, Indirectement. On est d'accord, hein. Je parle en termes financiers, en termes. Enfin, voilà, c'est ça en fait. Vous ouais, faites de la publicité pour ça. Ça ne vous sert pas spécialement. Après, il y a d'autres plateformes. Il y a Jumbo, Jundo, je sais pas quoi. Il y a d'autres interfaces qui sont ouais. plus ou moins ce que j'appellerais friendly avec Google.
Google n'est pas friendly avec toutes les plateformes. Et elles ne sont pas toutes adaptées. Donc, Ouais. il faut bien effectivement anticiper tout ça quand vous lancez votre site internet. Donc voilà. Après, je survole vraiment les côtés techniques. Je vous dis ça très rapidement. Ouais. Mais bon, voilà, ça c'est mon avis par rapport à tout ça. Et Ouais. donc la question 7.0, 7.1, moi au jour d'aujourd'hui, je suis pas passé sur version 7.1 parce que j'ai beaucoup trop de pages sur mon site internet. Je vais pas vous donner de chiffres parce que j'ai pas envie que vous fassiez une syncope. Mais voilà, ça va être un peu compliqué pour moi de passer en version 7.1 parce que pour le moment, il n'y a pas de transfert possible sans repartir de zéro. Ça va peut-être venir par la suite, mais pour le moment, il n'y a pas de nouvelles. Donc on continue, on espère, on croise les doigts en attendant. Mais pour le moment, effectivement, peut-être voir si vous ne pouvez pas démarrer sur une version 7.1, si par exemple vous n'avez pas beaucoup de trafic sur votre site internet et que vous voulez l'optimiser pour le futur, ou que vous n'avez pas beaucoup de pages dessus, et donc du coup, ça vaut peut-être le coup de recommencer sur la version 7.1. Solution actuelle, puisque la 7.1 est une version bêta, faut imaginer que la version finalisée sera 8, donc on en est loin. Pour juste répondre à plein de questions sur ça, il n'y a pas d'outil de migration. Donc on ne clique pas sur un bouton et on passe en 7.1. Ça va être très laborieux. C'est plus facile à la limite de passer de WordPress sur Squarespace en version 7.0 que de passer en Squarespace de version 7.0 en 7.1. Ouais. On est d'accord. Ouais. Bah, après, bon, on est là pour vous aider aussi, mais actuellement, c'est un peu dur. Ouais. Oui, clairement, Guillaume, je pense que c'est ça. Il vaut mieux attendre au jour d'aujourd'hui. Ça dépend du nombre de pages que tu as, ça dépend du trafic que tu as, ça dépend si tu veux l'optimiser tout de suite pour le futur ou pas. Moi, si Ouais. demain, par exemple, et je le sais, si demain, par exemple, je crée mes mêmes pages, mon même contenu sur une version 7.1, ben, j'emporte le marché anglo-saxon avec moi partout en Europe, en fait. Mais au jour d'aujourd'hui, ça demande trop de travail. Alors, je suis peut-être Ouais. fainéant, hein, c'est peut-être. J'ai pas l'impression d'être fainéant pourtant. Non. Mais ça ferait beaucoup trop de travail, en fait. Voilà, Bah, il simplement. y a du travail, ouais, mais après, moi, je pense que ce travail-là, il est important parce que si vous travaillez dans la photo depuis plus de 3 ans et que vous avez besoin de mettre à plat tout, c'est la bonne solution. Après, bon, on va pas non plus parler de Squarespace tout le temps, mais Non, c'est je clair. voyais, On va je revenir voyais, sur la taille des photos. Tu voulais. ouais, Hmm. je voyais qu'il y avait quelqu'un qui nous rappelait à l'ordre sur les images. En fait, dans une image, le texte alternatif, donc le alt, doit pas être spammé. Euh, Parce que ça, c'est un contenu qui est mal vu par Google. Donc, si vous voulez mettre du contenu alt, c'est bien, mais il ne faut pas que ça soit 30 mots, quoi. Et surtout pas que ça soit 30 mots identiques sur 200 images sur la même page. Hmm. Ça, c'est très dur. Euh, je dirais que du coup, les largeurs, comme je disais, moi j'ai 3 largeurs. En fait, je fais 1600 pixels, 1920 le format HD. Et, euh, et des fois, pour les images qui sont plus petites en affichage, je fais un 600 ou un 800. Et donc, du coup, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. L'important, c'est de regarder comment votre image va être affichée sur votre site. Ça, c'est le plus important. En fait, je vais prendre l'exemple d'une photographe qui, il y a 2 ans, ne comprenait pas pourquoi son site était trop lent. Et elle cherchait absolument à avoir une méthode magique de compression de photos. Et, euh, et en fait, c'était sur sa page d'accueil, il y avait la photo d'elle qui disait bonjour, je suis machin, je fais ça, je fais ci. Et en fait, sa photo, c'était le JPEG en taille native, quoi. Donc, elle avait une photo qui était affichée sur son site en 600 pixels, mais elle avait envoyé sur son site une image en 5000. Donc là, très clairement, Beaucoup trop lourd par rapport à ce ouais. qui était nécessaire. Et quand on n'a pas d'expérience dans le web design, enfin, c'est intéressant d'écouter ça. Et ceux qui connaissent le web design, eux, ça leur paraît basique. Mais c'est vrai que ça, il faut le dire. Passer du temps à savoir comment votre photo va être affichée. Et comme ça, vous allez la retailler de la bonne taille pour votre site internet. Et alors attention, comme les écrans Retina sont de plus en plus démocratisés,
essentiellement sur les iPhones, les tablettes et, et les écrans de pro. Il faut savoir qu'une photo est affichée en 2 fois sa résolution. Donc, si vous avez votre photo de vous qui est affichée sur votre site en 300 pixels, c'est qu'il faut envoyer au minimum une image en 600 pixels. Voilà. Ce qui devient complexe sur la compression et sur le format sur la compression de l'image, puisque plus l'image est grande, plus elle a besoin d'être compressée, quoi. Une question d'Audrey qui disait justement JPEG Mini n'est pas la solution du coup, plutôt que de redimensionner. JPEG Mini a des avantages et des inconvénients. Clairement, JPEG Mini, c'est fait pour redire le poids de votre image et pas la taille. Ce sont deux informations différentes. Donc, les redimensionner, par contre, si vous avez des interfaces du style PicTime ou des choses comme ça, en fait, vous pouvez également télécharger vos photos de PicTime en version mobile ou en version téléchargeable. Et donc, du coup, elles sont déjà formatées au format JPEG Mini. Voilà. Ouais, déjà. Donc, si le JPEG Mini est bien. Si vous avez les deux licences, par exemple JPEG Mini, je crois que vous payez une fois. Hein, donc, maintenant, c'est fait, c'est fait. Mais si vous avez en même temps PicTime, ça ne sert à rien en fait d'avoir les deux au final. Ouais. En fait, JPEG Mini est pas mal. Il a ses défauts quand, mais c'est marqué sur leur site, il a ses défauts quand on lui envoie un JPEG qui est déjà compressé. Donc, si vous utilisez un JPEG Mini, ce qui est quand même vachement non, c'est bien fait. C'est du drop. Voilà, c'est très simple à utiliser. C'est très bien fait. Enfin voilà. Oui. Puis comme il fait du redimensionnement aussi, c'est pas mal. Moi, je vois Guillaume et Sarah disent que JPEG Mini fait du redimensionnement. Oui. Moi, je le fais pas parce que je sais quelle résolution je veux. Donc, directement depuis Lightroom, je fais un export de la photo de la taille que je considère vouloir sur ma page. Mais après, je pense que ça marche pareil. Le seul truc à ne pas faire avec JPEG Mini, c'est à sauvegarder un JPEG au-delà de 70%. Donc, entre 50 et 70%, JPEG Mini va pas être du tout intéressant. Donc, soit vous faites des JPEG classiques et vous descendez en dessous de 70%, soit vous faites des JPEG soit non compressés, soit 90%, donc entre 90 et 100%, et vous envoyez avec JPEG Mini, ce qui est quand même plus conseillé. C'est assez optimisé. Voilà. Et, il y a d'autres interfaces, du style Blockstomp, de style, voilà, il y a d'autres interfaces. Il y a des versions gratuites, mais qui ne vous permettent pas de mettre, on va dire, 400, 600, 1200 photos, comme c'est mon cas, ou des choses comme ça. Donc voilà, mais pour en parler très très rapidement. Ouais, mais c'est intégré. Maintenant, c'est intégré dans Lightroom. Donc, après, moi, je suis un peu psychopathe. Donc, du coup, j'aime bien voir ce qui se passe sur mon ordinateur. Donc, quand les trucs sont un peu trop automatisés et qu'il y a des erreurs, ça me perturbe parce que je ne sais pas d'où vient l'erreur. Donc, du coup, moi, je fais mes dossiers avec mes JPEG full définition et je passe en manuel sur JPEG Mini, quoi. Voilà. Mais en tout cas, cherchez pas de. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Merci Stéphane. Cherchez pas une solution serveur pour compresser vos images depuis WordPress. Parce que ça rajoute un plugin. Et là, pour le coup, c'est un plugin. Enfin, faut voir le plugin, Stéphane, que tu as, mais à mon avis, dans la majorité des cas, le plugin est actif tout le temps, alors qu'il ne devrait pas. Donc, soit c'est un plugin qui, au moment de l'import de l'image, va fabriquer des images différentes, et c'est ces images différentes qui vont être affichées sur votre site. Et ça, c'est pas mal. C'est ce qu'il y a sur Squarespace sur les deux versions. Et sur la 7.1, en plus, en fonction de la taille de la résolution, il va vous afficher une image de la taille qu'il faut. C'est assez fort. J'ai des retours là-dessus, c'est assez puissant. Mais sur WordPress, ouais, ça peut être bien. Mais attention à l'utilisation de plugins, moi ça me fait toujours un peu flipper. Surtout quand on a déjà des thèmes qui sont assez lourds à afficher. Donc voilà. Est-ce que vous voulez qu'on passe peut-être au tout mobile? Ouais, le tout mobile. Alors Paul, il avait posé la question dans le sens,
il posait la question de savoir, il fallait se préparer parce que c'était en cours d'être fait. Alors, du coup, je lui avais dit gentiment, en fait, c'est déjà le cas. Mais en effet, il faut y penser beaucoup parce que pour un photographe, je dirais, au doigt mouillé, hein, je dirais que 50% de vos visiteurs, voire plus ou moins, entre 40 et 60% sont des gens qui sont sur mobile. Euh, en tout cas, sur un premier contact ou un deuxième contact. À un moment donné, ils vont aller sur votre site en mobile. Donc, c'est hyper important. Euh, En effet, il y a plein d'outils qui vous permettent de passer tout en automatique, mais c'est pareil, ça fait un peu. Quand on fait automatique, ben, du coup, on ne sait pas ce qui s'y passe. Donc, attention. Euh, le tout mobile, c'est essentiellement un jeu de taille et de contraste. C'est toujours pareil. Mais maintenant, fabriquer un site internet, c'est devenu du travail d'ingénierie. En fait, il faut connaître tous les explorateurs, tous les systèmes d'exploitation, toutes les tailles et les résolutions d'écran. Donc, ça devient très complexe. Donc, il faut mieux se fixer sur quelle est l'expérience utilisateur de vos clients et pourquoi ils iraient sur votre site en mobile. Qu'est-ce qu'ils vont chercher en mobile? Ça, c'est le plus important. Ça va vous permettre de savoir, en mobile, ils n'ont pas besoin d'aller sur cette page. Donc, du coup, je vais la masquer en mobile. Des trucs comme ça. Ou dans le menu. Qu'est-ce qui est important à afficher dans le menu en mobile? Dans la plupart des cas, ce qui est le plus important, c'est la partie contact et la partie photo, défiler les photos. Donc, la solution qui est vachement intéressante sur certains sites, euh, c'est d'avoir une page qui est quasiment que dédiée au mobile. Bon. Voilà. Par exemple, Je... moi, ce que je fais, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, c'est que sur mon Instagram, j'ai une adresse précise. Donc, si vous cliquez dessus, vous pouvez vous mettre en relation, m'envoyer un message. Et je l'ai adapté par rapport à une utilisation mobile en mettant un slideshow. Pourtant, je ne suis pas slideshow. Hein. Je ne suis pas du tout portfolio, machin. Mais justement, je l'ai fait adapter par rapport à ma clientèle. On peut reparler de Wix très rapidement. Moi, personnellement, c'est une plateforme que je ne conseille pas. Voilà. Ouais. Mais on peut rentrer sur les côtés techniques. Hein. Ouais. Moi, je ne suis pas fan de l'interface. Je sais que les personnes sont sur Wix ou sur d'autres serveurs. Et effectivement, ce n'est pas spécialement open avec Google. Voilà. Ouais. Squarespace, l'énorme avantage, c'est quand même ils ont un poids quand même assez important. Je pense que c'est le premier constructeur de site internet externe à WordPress au jour d'aujourd'hui aux États-Unis et en Europe. Donc, ça vous donne quand même un poids et une certaine sécurité aussi derrière. C'est comme tu disais, c'est une interface qui n'est pas cotée en bourse. Ouais. Donc voilà, ça vous permettra. Je ne dis pas qu'il faut absolument partir sur Squarespace, c'est pas du tout ce que je vous dis. Hein. Moi, j'ai fait ce choix-là parce que quand j'ai créé mon site internet il y a 6 ans, c'était l'interface que je trouvais la plus simple. Il y a un SAV en français. L'interface est quand même assez simple d'utilisation. En version 7.1, c'est peut-être un peu plus complexe. On ne va pas se cacher, on ne va pas se leurrer hein, par rapport à tout ça, c'est la réalité. Mais voilà, ça vous permet effectivement de déjà bien bosser sur quelque chose de plus propre et peut-être Après, adapté au futur. je pense que la 7.1, elle est pas plus complexe. C'est juste que Il faut se réadapter. Il faut se voilà. réadapter simplement. C'est juste qu'ils ont tout changé. Donc, du coup, faut tout réapprendre. Mais ça, c'est vrai que psychologiquement, c'est compliqué à. Bon, même moi, le premier, c'est très dur, quoi. Donc, Transition mais, WordPress Workspace compliquée au jour d'aujourd'hui, oui. ouais, mais ça se fait. C'est pas très compliqué en version 7.0 de passer de WordPress à Squarespace 7.0. Ouais. Mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'attendre encore un petit peu, de passer en version 8 ou 7 points, je ne sais pas pour le futur. Je pense que ce ne serait pas un mauvais choix. La question de migration, que ce soit d'une plateforme à une autre, n'importe laquelle, quand les gens disent c'est compliqué, je l'entends, mais en fait, moi, je pense pas que ce soit compliqué à partir du moment où où tu dis que tu vas prendre du temps pour le faire. Si tu cherches un outil de migration qui le fait en 2 clics, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun très clairement. Et pour prendre l'exemple de WordPress vers Squarespace, si vous avez installé des tonnes et des tonnes de plugins, par exemple des plugins de galerie, pour un photographe, c'est quand même la base. La base. Et voilà, et ben Squarespace, eux, ont fait un outil de migration qui considère la migration sur un WordPress natif sans plugin. Donc du coup, toute la partie galerie photo, ben vous la perdez. Donc Alors, David, je vais te poser une question très simple et très directe.
Si tu devais choisir au jour d'aujourd'hui une plateforme pour créer ton site internet, tu partirais sur quoi? Je privilégie Squarespace pour une question de gain de temps de travail, de génération de pages. Générer des pages. Rapidité à enchaîner les tâches et Ouais. faire évoluer rapidement. Aussi parce que en termes de budget, après WordPress, ça a un intérêt quand on n'a pas beaucoup d'argent au démarrage. J'avais un site WordPress il y a quelques années. Ça a un intérêt parce que l'investissement, il est nul en direct, on va dire. C'est-à-dire que on peut vous faire croire que WordPress n'a pas besoin d'investissement. Oui, juste en achetant un nom de domaine et puis après la template, il y a des templates gratuites, donc effectivement. Voilà. C'est vrai, mais en même temps, je trouve qu'on compte jamais assez le temps qu'on passe sur un site internet, puisque au final, quand vous faites de la maintenance, vous faites pas autre chose. Et ce temps-là, en fait, c'est de l'argent. Donc il faut faire attention à ça. Et en plus, qu'il y a quand même énormément de photographes qui ont un flow thème, et les prix des flow thèmes sont le prix de l'abonnement annuel de Squarespace et le prix de l'abonnement annuel chez Wix aussi. Donc au final, j'ai envie de dire, si vous voulez mettre 200 euros par an, mettez-le dans Squarespace, quoi. Mais si, voilà. Par contre, je comprends que si vous avez un WordPress qui tourne bien, qui a des bons scores et tout, bon. Pas spécialement d'intérêt, on est d'accord. Hein. Tout dépend du nombre de pages, tout dépend de votre ranking. On est d'accord, et je voudrais quand même revenir là-dessus, que le ranking diffère selon le lieu de recherche que le couple ferait hypothétiquement sur des mots-clés spécifiques. Et là, je pense qu'on va en parler peut-être par la suite. On va parler des mots-clés directement. Mais on est d'accord que le temps qu'un couple de Chine, du Japon, de France ou des États-Unis fasse une recherche sur les mêmes mots-clés, votre classement, votre ranking sur Google ne sera pas le même. Et c'est tout à fait normal. Il y a Stéphane qui dit, est-ce qu'on va perdre du ranking quand on migre d'une plateforme à une autre, quand on change un site internet? Il y avait une question d'Emmanuel et Tiffen qui demandait en fait, est-il mieux de faire une redirection, supprimer la page et en refaire une autre? Ça rejoint, alors après on parle d'une page ou on parle d'un site internet au complet. Honnêtement, c'est quasiment la même chose. Est-ce qu'il vaut mieux repartir de zéro ou pas? Est-ce qu'il vaut mieux supprimer des anciens blogs ou pas? Est-ce qu'il faut actualiser le site internet? Enfin voilà, tout ça, je pense que c'est des questions qui sont un peu entremêlées, qui vous permettront effectivement peut-être de solutionner pas mal de petits problèmes. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai changé de site tout le temps. Alors, peut-être que peut-être qu'il va y avoir des petites variations. Moi, je regarde mon ranking assez régulièrement et mon score assez régulièrement. Mais honnêtement, le ranking, c'est pas une question de semaine en fait. C'est une question d'années, de mois en fait. Donc, s'il y a une petite variation, avoir changé une page ou avoir changé votre site, ça a tellement peu d'incidence par rapport à tout le marché. Parce que quand vous descendez en ranking, la cause la plus probable, c'est que tout le monde descend. Parce qu'il y en a qui remontent, etc. Ou il y a des choses qui se passent. Il suffit Ou quand quelqu'un crée 2000 pages sur tous les lieux de France. Exactement. Voilà. On ne va pas citer de nom. On n'est pas là pour faire du bashing. Voilà, c'est ça. Donc voilà pour Stéphane par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui a posé la question, savoir si c'était important de mettre des balises H1 et tout ça, machin. Et oui, c'est très important. Alors attendez, je ne veux pas déformer ses propos. Les balises titres vraiment utiles ou pas dans le SEO, c'est un outil esthétique d'organisation. Eh ben non, malheureusement, c'est pas un outil esthétique, c'est un outil obligatoire. En fait, il faut mettre du H1, H2. Du balisage, c'est comme ça que Ouais. Google va vous référencer par rapport à vos mots-clés. C'est comme ça qu'il va vous intituler, tout simplement. C'est comme ça qu'il va vous présenter. Je trouve que c'est un sujet important, tout simplement, parce que votre site internet, c'est votre boutique. C'est votre boutique physique. Ouais. Faut pas réagir en tant que personne ou en tant qu'artisan ou artiste. Voilà, ça c'est des choses pour moi qui ne sont complètement pas du tout à prendre en considération. Mais il faut réagir en tant qu'entreprise. Vous êtes là pour vendre des produits. Chaque page est un produit. Et à partir du moment où vous avez ça en tête, vous changez complètement la façon dont vous allez repenser votre site internet. Je pense vraiment, hein, je le pense vraiment. Hein, c'est ancré en moi. Pour moi, je suis là pour vendre du service. Voilà, chacune de mes pages est analysée par rapport aux clients que moi je veux rechercher. Donc j'ai aligné ma communication par rapport à ces clients-là. Ça a pris du temps. J'ai cette chance-là, c'est que
j'ai essayé d'écourter au maximum le temps entre mes débuts jusqu'à maintenant, donc pour adapter ma communication. Sans transition business, Audrey me connaît très bien. Mais ouais, je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est adapter votre communication et ne pas prendre les choses personnellement, mais le vendre comme si vous étiez une compagnie, une entreprise qui vend des produits. Ouais. Tout simplement. Et sur les balises H1, il faut imaginer que Google, et c'est marqué, hein, je veux dire, Google se sert de H1, H2 et bold, enfin les mots en gras, pour des raisons de, comment dire, d'étude de votre site. Si votre page n'a pas de H1, c'est problématique. Si votre page a 4-5 balises H1, c'est problématique aussi. Sur WordPress, elle nous avait demandé s'il y avait avec Yoast, il y a un outil avec des feux rouges, des feux verts qui permet de dire si votre SEO est bien. En fait, elle voulait savoir comment ça se passait sur Squarespace s'il y avait ça. En fait, dans la même logique, j'aime pas avoir un outil qui fait tout pour exactement pour ce que tu disais tout à l'heure, avoir tous les œufs dans le même panier. Et Yoast a énormément de feux rouges quand vous avez un WordPress qui au final n'est pas à prendre en compte des fois, donc c'est un peu pénible. Du coup, on voit des trucs rouges et on a peur et on essaye de tout mettre en vert, alors que des fois, Yoast vous dit des bêtises. Et donc, du coup, moi, ce que je conseille, c'est plutôt avoir un outil externe qui vous analyse votre site tout le temps. Comme ça vous permet aussi, que si vous avez plusieurs autres sites, d'avoir le même outil d'analyse pour tout le monde. Voilà. Alors du Après, coup, ça va nous permettre justement d'enchaîner sur tout ce qui est, parce que tu parlais donc effectivement d'une interface qui nous permettrait de checker notre ranking. Moi personnellement, j'utilise Wincher. Wincher, donc ça s'écrit W-I-N-C-H-E-R. Et justement pour faire le lien avec les backlinks et justement pour le ranking, ouais. tout ça. Est-ce qu'on peut lier les deux questions? Ouais. Alors Wincher est juste là Pour checker, il est là pour analyser votre ranking sur ouais. des lieux précis. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Après, il y a des versions payantes. Voilà, c'est un peu plus complexe. Il y a d'autres outils. Moi, celle que j'utilise aujourd'hui, c'est Wincher. Ouais. Mais voilà, ça dépend aussi du lieu où vous allez faire votre recherche. Donc ça, c'est toujours pareil à considérer. Après, tous les outils d'analyse, que ce soit performance pour le rank ou pour des outils de savoir si vous avez suffisamment de balises, votre SEO est bien, il faut toujours prendre du recul et en avoir plusieurs. En tout cas, le mieux possible, d'avoir plusieurs sources d'informations parce que chaque personne a fait son algorithme de manière un peu différente et puis en plus, les résultats vont différer en fonction de si vous êtes chez vous ou si vous regardez avec un ordinateur chez une amie ailleurs. Donc, faut toujours prendre du recul par rapport à ça et c'est hyper important. Et même en fichier, quand vous êtes sur Chrome, par exemple, si vous faites nouvelle fenêtre de navigation privée ou pas, ça dépend en fait de plein de critères. Navigation privée, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. En fait, c'est comme si vous étiez un primo-accédant en faisant des recherches sur des mots-clés. Si vous utilisez uniquement votre Chrome, il aura déjà un historique de recherche sur ces mots-clés. Donc, du coup, ça fausse le ranking. Mais malgré tout, même si vous faites une ouverture de navigation privée, ce sera également faussé parce que ça dépend effectivement du lieu de recherche du couple sur des mots-clés spécifiques. Et donc, au niveau des backlinks, oui. à moins que tu voulais qu'on parle d'autre chose. Donc, Je regardais les questions. Pour les feux verts et les feux rouges, tout ça, donc sur Squarespace, ça n'existe pas. On va pas mentir au jour d'aujourd'hui. Voilà, ça répond très rapidement à la question. Parce que eux, ils travaillent sur la veille technologique. Il faut savoir que Google fait, je sais pas, l'an dernier, ils ont fait 3-4 mises à jour de leur moteur de recherche. Mais il faut imaginer un peu moins d'une dizaine de mises à jour de leur algorithme de recherche Google par an. Quand il y a un changement, il faut veiller à ce que votre site aille bien par rapport à ce changement. Donc, quand on est sur WordPress, cette veille-là techno, il faut la faire soi-même. C'est pour ça que Squarespace est intéressant parce que du coup, c'est eux qui font la veille. C'est eux qui font la veille et c'est eux qui mettent à jour l'algorithme par rapport à Google. Mais sur WordPress, du coup, il faut faire
sa propre veille et essayer de comprendre ce qu'on nous dit. Ça, c'est pas simple. Il y a une notion importante sur les liens extérieurs. C'est que ce qui est important, c'est le nom de domaine. Je ne sais pas si vous comprenez ça, mais sur votre site internet, c'est pas important d'avoir le lien de l'article exact qui parle de vous. L'important, c'est d'avoir le nom de domaine qui référence votre site internet sur cette page-là. Ça, Il c'est faut un badge. absolument éviter les erreurs 404 et les redirections qui n'existent plus. Si vous avez été publié il y a quelques années sur un site internet, mais que le blog du coup a été supprimé parce que la blogueuse, au bout d'un certain moment, ou d'un moment donné, enfin à un moment donné, elle tout simplement remet à jour son site internet et qu'elle revient des pages, du coup votre page n'existe plus. Et donc du coup, ça vous mettra une erreur 404. Donc Google n'aime pas ce genre de choses. Donc analysez bien vos pages internet et modifiez si ça n'existe plus. Après, les backlinks, comme je disais, on en parlait hier, mais les backlinks persistent assez longtemps en fait. Donc, quelqu'un qui va avoir un backlink important pendant une période, si le site meurt, le backlink va rester assez longtemps. Voilà. Donc, en effet, il faut passer du temps sur la Google Search Console pour ceux qui comprennent ce que c'est. Pour ceux qui comprennent pas, c'est mal. Mais en gros, il faut passer du temps sur cette plateforme-là pour voir les erreurs et corriger les erreurs au fur et à mesure. Et surtout supprimer les liens qui sont pas bons. Alors, soit qui sont pas bons, soit que vous considérez toxiques, ça c'est hyper important. Donc un lien qui vous référence sur un site qui est trop toxique par rapport à vous, vous pouvez le désavouer. Donc il y a des méthodes pour ça. Voilà. Donc en fait, en gros, il faut surveiller ces backlinks, quoi. Et les liens externes sont importants, ben, j'ai envie de dire, par rapport à ce que vous délivrez comme information. Pour que ce soit cohérent par rapport à si vous avez vendu un jour du parquet et que vous mettez ce lien, ce ne sera pas référent, quoi. On est Ouais. d'accord. Après, c'est une question c'est une question plus complexe et pas que technique. Bien sûr, bien sûr. Euh, Moi, il y a une question morale là-dedans. En fait, c'est que quand je fais des liens externes, euh, je me dis qu'en fait, je suis le seul sur un mariage ou sur une presta, je suis le seul à avoir les visuels. Si derrière, tous les artisans derrière, tous les prestataires, euh, eux, ben, sont moins efficaces en termes de site internet, ben, c'est à vous de les faire travailler, en fait, enfin de les faire évoluer. Et moi, je ferai l'effort de prendre le temps de citer tous les prestataires et tout ça. Et il y a trop peu de photographes qui le font, ou alors qui le font mal. Et donc, je vous invite vraiment à travailler là-dessus parce que plus vous avez d'échanges avec vos prestataires, plus c'est eux qui vont vous conseiller vers les clients, en Il faut que fait. ce soit des backlinks qu'on appelle qualifiés, c'est-à-dire en fait relatifs à votre milieu. Ça ne sert à rien, par exemple, d'acheter des backlinks russes qui vont vous envoyer vers des sites internet qui sont absolument pas référents, parce que déjà d'une part, vous serez dépendant de payer tout simplement des backlinks, parce que vous Ouais, aurez toujours ce besoin de repousser, parce que si vos backlinks, vous ne payez plus du jour au lendemain, vous allez rebaisser, ça ne ouais, sert absolument à rien. Donc, prenez le temps, envoyez bien vos stories ou vos blogs ouais, à des blogs confirmés de mariage, donc que ce soit la mariée aux pieds nus ou ouais, Conforeday ou le blog de Madame C ou d'autres blogs, parce que c'est eux qui vont vous donner des backlinks de qualité. Voilà, c'est tout ça, simplement. c'est ça. Et en plus, le problème d'acheter des faux backlinks, malheureusement, c'est une technique qui fonctionne à court terme. Euh, On en a parlé avec David la dernière fois qu'on a fait un Skype ensemble. Je ne dis pas que c'est pas une mauvaise chose d'être hyper agressif quand vous vous lancez, ouais, mais sur le long terme, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Donc non, c'est correct. il faut changer de stratégie peut-être entre-temps. Ouais, Vraies histoires et des vraies références et des vrais backlinks ne remplacera jamais d'avoir des mauvais backlinks ou des choses qui ouais, ne sont pas pertinentes. Voilà. ouais. Puis surtout, en fait, des backlinks de ce genre, en fait, ça vous fait monter en référencement. Il faut payer une certaine somme. Et au bout d'un mois, on vous explique que la moitié des liens sont morts. Donc, du coup, vous êtes en train de baisser. On vous dit qu'il faut payer plus. En fait, en 3 ans après, tu as un budget qui augmente.
Mm. C'est-à-dire que c'est pas un prestataire qui tous les ans tu payes quelque chose de fixe. C'est vraiment un budget qui augmente sur en plus des prestataires qui sont dans des pays assez problématiques en termes de paiement, en termes de données. Et donc bon, faut pas trop aller vers ça parce que pour pas citer ce photographe-là, il va se retrouver avant la fin de l'année avec un score équivalent à une, à une boutique d'électroménager internationale, alors que c'est un photographe local français. Donc c'est un peu bizarre. Bon, il a des clients et tant mieux pour lui. Moi, je veux pas ses clients et j'espère que vous les aurez pas non plus. Voilà. Je voudrais qu'on parle très rapidement des avis sur les sites internet. Les avis pas sur les sites, mais les avis sur les avis positifs des clients. Sur Google ou sur d'autres plateformes. Ben, c'est bien. Voilà, C'est parti. c'est rapide. Ouais, c'est très très bien. Bah ouais. Enfin, c'est juste, faut aller les chercher, quoi. Mais Voilà. Est-ce qu'on peut parler du multilingue? oui. En fait, le multilingue, il n'y a pas beaucoup de solutions qui sont proposées Ouais, enfin, non, il y a des solutions. Il y a des solutions qui existent. La solution que moi je priorise, et je sais que pour toi c'est la même parce que c'est toi qui me l'as ouais, conseillé, donc nécessairement. ouais. Donc je te laisse en parler. Ouais, en fait, il y en a plusieurs, mais il n'y en a pas beaucoup qui vous aident sur le SEO. C'est ça que je voulais dire. C'est que au final, ce que vous recherchez, c'est traduire votre site. Donc, Et l'adapter, parce que des fois la traduction ne fonctionne pas très bien. ouais, ouais, ouais. Alors, oui, je comprends. Mais alors, du coup, là, pour traduire votre site, on va parler assez simplement. La seule solution, c'est d'avoir un double contenu où vous avez traduit réellement votre site, pas un truc qui va traduire automatiquement, ou en tout cas, qui traduit automatiquement, mais qui vous notifie pour que vous corrigiez. Ça, c'est clair, on est tous d'accord là-dessus. Une traduction automatique, ça a ses limites, quoi. Mais bon, l'idée, c'est il faut faire attention à ce que vous avez besoin en traduction de votre site et ce que ça génère en fait sur le SEO. Moi, je pense que la meilleure solution actuellement, c'est une solution qui vous crée un autre sous-nom de domaine euh, avec une petite lettre avant votre site pour FR pour français, point le nom de votre site, parce que en fait Google va considérer que le sous-nom de domaine c'est un autre site internet qui lie votre site internet. Et comme une traduction, ben, pour le coup, c'est pas du contenu dupliqué, ça vous, ça vous multiplie vos pages par deux. Si vous avez deux langues, par trois. Bon, je sais pas, Eric, combien tu as de langues, mais voilà. Pour l'instant, j'en ai 4, mais je pense que je vais repasser à 3. Voilà. Mm. Donc, et moi, moi j'utilise la solution qui s'appelle c'est Wiglo. Wiglo. Weglot. Mais en tout cas, la question de savoir si le multilingue est intéressant pour la SEO, la réponse est oui, mais avec quel outil, quoi. Voilà. Et Si ça vous dépend de avez votre marché. Ça dépend de votre marché, bien évidemment, à la base. ouais, oui, 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 c'est sûr. Oui, oui. Mais voilà. Donc il faut, ah oui, et il faut que la solution multilingue, Ça euh, doit tellement international. Ah oui, je suis. Tant la pis. classe. La classe. La classe Euh, là-bas. voilà, c'est ça. En fait, la solution multilingue se limite pas à juste la traduction de page. C'est que si votre plugin sur WordPress ou même sur Squarespace, parce qu'il y a des plugins qui existent qui font ça, qui vous permettent de juste d'écrire le texte en français et le texte en anglais et que ça s'affiche en fonction de si les gens cliquent sur le bouton. C'est bien parce que c'est l'usage et c'est ça, mais la pratique, c'est pas bien pour le SEO parce qu'il faut que dans le code, on notifie à Google sur des lignes de code cachées que ce site-là est en français, ce site-là est en anglais. Du coup, il va répercuter la totalité de votre site en anglais pour les anglophones automatiquement si vous gérez cette option-là, ou en tout cas dans les recherches quand quelqu'un est sur google.com ou google.fr, ça va faire une réelle différence. Voilà. Donc il y a des balises qui vont changer. Donc il vaut mieux aller plutôt vers des solutions. Pour le moment, Wiglo était le seul à le faire. Enfin, Pour être honnête, avec Wiglo, au jour d'aujourd'hui, j'ai 4 fois plus de contenu ouais, que lorsque j'avais un seul langage. voilà. Voilà. Voilà, tout simplement. Pour vous donner un ordre d'idée, les amis. Encore une fois, je ne vais pas vous dire mon nombre de pages parce que j'ai pas envie que vous fassiez. Mais voilà, ouais, ça fait beaucoup.
J'en ai beaucoup, on va dire. Mais voilà, j'ai 4 fois plus de pages grâce au multilangage de Wiglo. Ouais. Je Ouais, crois que David, d'ailleurs, t'as quelque ouais. chose avec Wiglo? Ouais, j'ai des réductions. Donc, si vous voulez des trucs, envoyez-moi des messages et je vous enverrai un lien d'affiliation. Ça vous permettrait d'avoir une réduction. Je crois qu'il y a 14 jours d'essai. C'est plutôt basique comme installation. Ah non, l'installation est simple dans le site, mais il y a quand même une manipulation dans le nom de domaine qui est un peu complexe. Mais c'est bien. Il Surtout vous en termes de site mapping. Ouais, c'est pas mal. Non. Fred et Solène, les bases d'un bon SEO et les erreurs à ne pas commettre, les erreurs qui pourraient ruiner nos efforts. Je te laisse regarder, mais les erreurs qui peuvent ruiner votre effort, c'est tout ce qu'on a listé là avant. C'est-à-dire que si votre photo de page d'accueil fait 3 mégas, bah, ça, c'est une erreur qui va faire ruiner votre SEO, quoi. Ah, j'ai une bonne question de Coralie. Photo perso, voyage passion. Ouais. Pas mal ça. J'aime bien moi, ce sujet-là. Bah, là, on est sur du sens, on n'est pas sur de la technique, quoi. Ouais. Alors, moi, personnellement, j'y vois un intérêt. Peut-être, effectivement, le mettre dans un endroit très spécifique de vos sites internes. Je ne suis pas partisan du style de vous dire si vous faites de tout et n'importe quoi sur votre. Par exemple, vous faites de la photo d'entreprise ou de la photo de mariage, les mettre sur un même site. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit pertinent. Par contre, pour tout ce qui est voyage ou photo sociale, pourquoi pas? Alors, ce que j'appelle photo sociale, c'est par exemple les photos famille, enfants, des choses comme ça, parce que c'est toujours relaté à la personne. La photo de voyage, c'est un domaine qui est encore différent, mais malgré tout, si vous avez fait un voyage je sais pas, on va dire au Cambodge ou en Thaïlande ou choses comme ça, pourquoi pas effectivement l'ajouter sur votre site internet en taguant bien évidemment vos pages avec des bons mots-clés, des mots qualifiés, des mots différents sur chaque photo. Et peut-être que par la suite, ça peut vous permettre de signer tout simplement des mariages à l'autre bout du monde ou dans un pays qui se trouve juste à côté de chez vous, ou même dans un lieu qui se trouve pas très loin de chez vous. Ouais. Donc, je ne suis pas complètement fermé sur le sujet. Je pense vraiment que ça peut vous ramener du trafic et pourquoi pas signer potentiellement des mariages. Par contre, si vous faites des domaines qui sont absolument pas du tout liés à la même chose, enfin, au même domaine de compétences photographiques, je ne trouve pas que ce soit hyper pertinent. Je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ça. Bah, c'est plus de montrer ses passions, quoi, je pense. Oui, tout à fait. Après, c'est sur un site internet, c'est très important de montrer effectivement qui vous êtes. Il y a des gens qui sont pas spécialement à l'aise pour montrer effectivement la photo de leurs enfants. Ça, c'est vraiment au libre choix. Je comprends tout à fait la démarche. Euh, mais moi, j'ai plus pour habitude effectivement d'en montrer plus que d'en montrer moins. Donc ça peut être par le biais, et je pense que ça rejoindra peut-être la question de Kevin. Vous avez une page que j'ai appelée My Galaxy où je présente en fait ce que j'ai dans mon cerveau en l'espace de 20 ou 30 gifs animés qui sont relativement lourds à mettre sur un site internet, mais c'est pas très grave. C'est vraiment pour la volonté des clients pour en savoir plus sur moi, sur ma personnalité, d'en découvrir un peu plus. Donc ça n'a rien à voir avec les pages story, blog ou ce que vous voulez. Là, c'est vraiment fait pour un propos spécifique. Et dans mes pages prix, c'est la même démarche. J'ai mes pages prix qui arrivent dans un premier temps où je mets mes tarifications, mes services, tout ça, les options, tout ça. Et ensuite, on passe dans la partie plus personnelle où là, je vais délivrer plus de ma personnalité. Parce que le but, c'est bien évidemment et je pense que c'est aussi important d'en parler, c'est quand les gens vous bookent, ils vous bookent pas toujours pour un prix, heureusement, mais aussi pour votre personnalité. Et je pense que c'est majoritairement pour ça que les gens vous bookent, tout simplement. Ce qui est un peu antinomique avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire réagir en tant qu'entreprise, mais en même temps, vendez-vous. Parce que la meilleure chose qui puisse vous arriver au jour d'aujourd'hui, moi à la base, j'ai un cursus commercial. Je ne suis pas du tout issu du monde de la photographie. On est bien d'accord que quand vous êtes commercial, vous vendrez beaucoup plus facilement un produit que vous aimez qu'un produit que vous n'aimez pas. C'est bête à dire, mais c'est complètement vrai. Et là, on vous demande de vous vendre vous. Donc, si à la base, vous ne savez pas vous vendre et que vous n'aimez pas votre produit, ben c'est qu'à la base, il y a un problème. Vous pouvez être le meilleur photographe du monde, si vous ne savez pas vous vendre, ça va être très compliqué. Alors que dans l'absolu et à l'opposé, si vous pouvez être un très très mauvais photographe, mais vous savez très bien vous vendre, ben ça peut malgré tout fonctionner. Donc faites attention à ça, c'est des choses à considérer.
Euh, Ça, c'est mon avis personnel par rapport à tout ça, hein. On a le droit de pas être d'accord avec ce que je dis, hein. Mais voilà, ça n'engage que moi. Ouais, je partage. Mm. Donc ouais, délivrer pas mal de qui vous êtes, essayez d'aligner au maximum et le plus rapidement possible votre communication par rapport au client que vous voulez avoir. Mm. Et ça vient aussi par le prix. Mais ça, le prix, c'est encore autre chose. Il y a des formations qui sont très bien élaborées pour vous Mm. expliquer comment se passer en termes de prix. Voilà, je vais pas en parler ici, c'est pas mon but. Mais voilà, on va revenir peut-être sur le SEO. Vous voulez qu'on fasse peut-être si vous avez une question précise avant qu'on passe à la suite. Il y avait une Hein. question sur les mots-clés, en fait, si ça peut Ouais. rebondir par rapport à ce que tu disais, quand tu changes ton wording, enfin tes mots de ton site parce que tu as envie de rendre ton site plus personnel, les mots-clés, c'est votre force. Et donc, vous avez plein d'outils et Google en première liste euh, qui vous permettent de savoir quels sont les mots-clés qui sont recherchés. Et du coup, il faut toujours faire un. On est sur la même balance entre performance et esthétique, mais là, on est plutôt sur une balance euh, contenu et mots-clés. C'est hyper important. Je vais juste parler très rapidement d'une interface. Pour ceux qui étaient présents lors de mon workshop dans le passé, je conseillais une interface sur Chrome qui s'appelle Keywords Everywhere. Ouais, ouais. Cette interface maintenant est devenue payante, donc j'en ai trouvé une autre qui s'appelle WMS Everywhere. Donc c'est exactement la même chose. Ça vous permet simplement de trouver des mots, euh, comment dirais-je, enfin, qui permettent simplement d'être reliés avec le mot-clé que vous recherchez et ça vous donne la valeur hypothétique de ce mot et ce qu'on appelle le CPC, Ouais. que tu Non, peux nous en dire Ouais. plus. Le CPC, c'est le coût par clic. En fait, c'est comme Google est une entreprise humaniste, ils ont, c'est une Ouais. blague. Du coup, ils ont considéré qu'il fallait créer un coût par mot-clé de recherche qui est différent et qui change tout le temps. Voilà. Donc, ça, c'est le coût par clic. Et après, vous avez le nombre d'impressions. Moi, je, moi, j'utilise beaucoup Google pour les mots-clés et puis j'utilise aussi un truc qui s'appelle Yoast qui permet gratuitement de voir quelques mots-clés qui sont dans la même thématique et de voir surtout le nombre d'impressions et, et le nombre de clics. Et du coup, ça vous permet d'inclure ces mots-là dans votre wording. C'est plus important. Et et pour rebondir sur la petite phrase de Sarah qui dit du coup, ça m'a donné envie de changer mon site encore. Enfin, j'imagine c'est un truc de ce genre. J'imagine on a tous cette envie là de changer son site tout le temps, tous les 6 mois. Donc c'est bien. Je pense à mon avis, garder cette envie parce que au moins ça remet en question ce que vous avez fait. Pour répondre il y avait une question juste au-dessus qui disait effectivement sur mes blogs je ne mets pas de texte. C'est juste une volonté de ma part parce que je suis très très mauvais en écriture, je suis déjà très mauvais en communication en général. Aujourd'hui je me force, c'est différent. J'ai pas l'impression que ce soit une difficulté pour moi de parler, même si je suis sous mon veston et que voilà, je suis en stress. Mais je suis pas très spécialement à l'aise en termes de communication et je pense que ça se ressent notamment sur mes Facebook et compagnie. Mais aussi en termes de mots, tout ça, je préfère valoriser les images plutôt que de valoriser du texte. Alors effectivement, dans l'idéal, il faudrait que je rajoute du texte dans mes histoires, mais c'est juste que je ne le fais pas parce que ça me casse la tête et ça me torture plutôt qu'autre chose. Ouais, et j'appuierai encore plus. De toute manière, c'est pas trop grave parce que les pages de ton blog sont là pour montrer les reportages. Et il y a tellement de photos qu'en fait, de toute manière, elles seraient pénalisées. Le texte intéressant serait pénalisé à cause des photos. Donc, comme les autres pages de ton site ont suffisamment de contenu en mots, c'est pas problématique en soi, tu vois, parce que tu as d'autres types de blogs derrière ou des pages avec beaucoup de mots. Et donc, du coup, tu as des pages avec des photos. Pour un photographe, ça me paraît ça me paraît normal. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée et des choses très factuelles, l'année dernière, sur l'année civile du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, j'ai eu 87 000 pages vues sur mon site internet. Voilà. Mon but de cette année, c'est d'avoir 100 000 pages vues sur mon site internet, grosso modo.
Voilà. C'est important. Bah non, mais je pense que ça fait partie, c'est le nerf de la guerre, c'est augmenter le nombre de pages vues. Alors après effectivement, j'ai un auditoire qui est très large, j'ai aussi bien des photographes que des clients lambda. Ouais. Donc j'en ai bien conscience, ça fausse effectivement les données. Mais voilà, c'est des petits challenges que moi je me mets personnellement. Je suis obsédé par les statistiques et des choses comme ça. En fait, je le prends un peu comme un jeu vidéo. Alors, je sais que ça paraît un peu bizarre et un peu sadomaso quand j'en parle. C'est qu'en fait, j'aime bien m'équiper du meilleur bouclier, la meilleure épée, la meilleure armure, tout ça. Et donc, du coup, construire mon personnage. Et c'est comme ça que moi, je le vois en fait. Ouais. Après, moi, ce que je dis à tout le monde autour de moi, c'est que même si 87 000 pages, c'est énorme, quand on regarde ses propres stats, il ne faut pas regarder celles des autres qui sont, on va dire, en avance, mais plutôt l'évolution de ce qu'on avait avant. Et, euh, quand quelqu'un regarde son ranking sur 3 mois et que il voit la courbe monter, c'est bien. C'est mieux que regarder tous les jours et de voir qu'on a perdu 20 places le lundi, pris une place le mercredi, tout ça. C'est un peu stressant. Donc, c'est bien de recevoir les alertes en disant ah, sur tel mot-clé, vous êtes placé en premier. Mais c'est aussi bien de regarder la progression sur l'année. Voilà. Donc, du coup, Et comme disait Solène, je pense que les photographes sont aussi des clients potentiels. C'est assez étonnant, mais oui, mes clients, ce sont des clients, enfin, des couples. Là, cette année, par exemple, j'ai 3 mariages de photographes de mariage. Et le reste, c'est des gens qui travaillent dans le monde visuel. C'est soit des mecs qui travaillent pour Netflix, soit des gens qui travaillent dans le monde de la vidéo, soit. Mais j'ai pas de banquier ni d'avocat, par exemple, parce que j'ai adapté ma communication par rapport aux clients que moi je recherchais. ouais, Donc, ça fait 3 ans que je ne signe pas de mariage pour les banquiers ou des avocats. Voilà. normal. Normal. Question de Florian, et du coup, le texte dans les posts n'aide pas à faire remonter les images dans Google. C'est-à-dire, je comprends pas. Parce que tu disais, par exemple, sur mon site internet, les photographies, du coup, noieraient quelque part, en quelque sorte, le texte si j'en mettais, par exemple. Donc, j'imagine qu'elle le prend à l'envers. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir. Oui, en effet, c'était pas clair ce que j'ai dit. En fait, en effet, il faut pas avoir un site où il y a que des photos et pas de texte. C'est ça que je disais en fait. C'est que Eric peut se permettre d'avoir des articles où il y a beaucoup de photos et pas de texte parce que son texte il est ailleurs. Il y en a quand même beaucoup. Il faut pas monter son site internet avec 4 pages et dans votre journal ou dans votre blog d'avoir euh, d'avoir juste des photos ou des vidéos. Donc on a fait pas mal de réponses de questions, je m'attendais pas à tout ça. Si vous êtes sur WordPress, je voudrais quand même qu'on en parle très rapidement. L'idéal pour WordPress, c'est que vous mettiez à jour votre site internet de façon régulière et pas tout balancer d'un bloc et ne pas y toucher pendant tous les 6 mois. Ouais. Tout simplement parce que Google et WordPress et donc le système Yoast, à chaque fois que vous faites une mise à jour, Yoast va vous envoyer effectivement des petits feux verts, feux rouges, tout ça, ce que vous voulez. Donc c'est important effectivement, par exemple, de mettre juste changer la ponctuation d'un texte ou rajouter des mots ou changer la description d'une page ou d'une photo ou des choses comme ça. Et ça fait simplement de l'actualité sur votre site internet, ce qui est plutôt bon pour Google. Donc si vous êtes Oui, sur WordPress, je vous le conseille vraiment. oui. Squarespace fonctionne pas du tout de la même façon. Non, 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 parce qu'en fait tout le site est mis en mémoire, on appelle ça un cache, et il est mis en cache et ce cache-là est mis à jour tous les jours. Et donc du coup, Google, lui, prend ça comme une mise à jour. Donc c'est ça l'avantage. Si votre site est statique sous WordPress, bah, c'est comme les réseaux, hein, de toute manière. Si vous ne publiez pas euh, au moins une publication ou 3 par semaine, au bout d'un moment, on vous met plus en avant, quoi. Il faut le faire Reprendre. vivre, tout simplement. Ouais, ouais. Bon, après, c'est difficile d'allouer son temps à faire tout ça en même temps, mais des fois, c'est bien de prendre le temps de le faire. Il y avait une autre question aussi de Jean. Il y a eu beaucoup de questions, n'empêche, mine de rien, qu'on a, Ouais, j'espère, traité avec vous. Après, ouais, on pourra essayer d'en refaire si vous le désirez, des lives ouais. ensemble pour qu'on puisse essayer de traiter toutes les questions. Et je pense qu'il y en aura des millions et des millions et des millions, donc ça va être compliqué. Améliorer son taux de rebond. C'était une question de Guillaume. Ouais, ouais.
Le taux de rebond, c'est un score qui est intéressant parce que du coup, ça vous permet de savoir si les gens partent ailleurs. Je ne sais pas si tout le monde a conscience de ça. Euh, mais en gros, plus votre taux de rebond est important, plus les gens restent, enfin, plus les gens vont ailleurs depuis votre site, quoi. Donc après, il faut relativiser parce que c'est toujours pareil. Ce chiffre-là, il est de manière globale dans le monde entre 40 et 60%. Donc et aussi, il faut toujours prendre du recul parce qu'on ne sait jamais comment les gens utilisent votre site et à quel moment. Donc, il faut faire attention. Il faut regarder ces stats-là, mais plutôt sur un nombre de mois conséquent, voire même une année plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre, faut pas prendre ces scores-là en mode c'est les paroles d'évangile. C'est la seule expression que j'ai trouvée. Euh, Donc voilà. Donc je vois Vanessa qui dit 35%. Ben, 35%, c'est super, quoi. Voilà. C'est qu'en gros, les gens, ils restent sur son site, quoi. Mais le problème, c'est que, je sais pas si tu parles de ton score, là, du coup, Vanessa, mais 35% sur les dernières semaines. Et du coup, ça compte, toi et, euh, et les gens à qui tu montres les nouveautés de ton site, vu qu'il est nouveau. Euh, donc, Non, c'est 35%, c'est peut-être très pas. bien. Comment? 35%, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. En gros, plus il est important le chiffre, plus ça veut dire que les gens quittent votre site, pour faire simple. Ah bah, ouais, si j'ai une question qui avait été posée sur Facebook par Tiffen. Allez, vas-y. Je sais pas si elle est là. Euh, Ah oui, 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 bah, ça peut être une bonne question de. Oui, je l'ai sous les yeux. de fin, Une, voilà. une bonne question pour clôturer. En fait, moi, je rencontre beaucoup de gens qui me disent j'utilise pas tel réseau parce que ça m'apporte pas du business. Moi, je leur réponds tous à la même chose. C'est que ce soit Google, Instagram ou tous les autres réseaux, même Pinterest, hein, tout ça. En fait, moi, je considère que tout est bon puisque en fait, ça fait partie d'une stratégie digitale globale. C'est-à-dire que l'idée, c'est de toujours ramener vers votre site. Donc, plus vous avez de vecteurs, plus vous avez de clients qui vont vers votre site, mieux c'est. Donc, je pense que c'est pas une bonne solution de cracher sur tel ou tel réseau ou de plus y aller parce qu'on aime bien dire que tel réseau est pas bon, etc. Je vais penser essentiellement à Facebook là actuellement parce qu'actuellement les gens me disent que c'est ça. Mais moi j'aime pas trop ça. Je préfère perpétuer des mots que j'utilise jamais, perpétuer une, euh, une visibilité globale avec mes mots-clés sur toutes les plateformes où j'ai envie d'être. Et comme ça crée une visibilité globale. Alors même que peut-être que Vimeo, c'est juste 2% de visites sur mon site, mais ces 2%-là vont compléter un score plus important qui au final va me faire un taux de visibilité par jour, par semaine, par mois, plus important que si je ne l'avais pas. Et en plus, pour ceux qui ont une clientèle qui est plus sur tel ou tel réseau, c'est important de réfléchir à ça. Moi, j'ai une clientèle très spécifique qui est sur des réseaux privés sur Facebook. Et ben, je dénigre pas Facebook. Je connais d'autres photographes, leur clientèle est sur Tumblr. Et ben, ils communiquent beaucoup sur Tumblr sans que personne s'en rende compte. Donc, prenez en compte ça. Essayez de naviguer sur toutes les plateformes pour réaliser un chiffre global de visibilité. Et donc, quand on dit SEO, au final, c'est un terme plutôt générique. C'est de la stratégie marketing, quelque Ouais, part. Plutôt que du ouais, SEO en termes barbares. ouais, ouais. En fait, Mm. c'est ouvert, quoi. Le SEO, au final, c'est comment optimiser son site pour Google, pour les moteurs de recherche. Mais en fait, il faut imaginer qu'on n'a pas que ça à faire. Il y a une stratégie digitale à avoir qui est très importante. Et aussi pour les backlinks, on en a parlé. Si vous avez des sites internet si vous avez des images sur Facebook, eh ben, il faut qu'il y ait le backlink dans les deux sens. Donc, il faut que vous ayez votre lien
sur votre site de Facebook, etc. Donc, tout ça, c'est important. Même si vous n'êtes pas très actif sur l'un ou sur l'autre, c'est pas grave. En fait, l'important, c'est d'être présent. Donc, je sais pas si c'est… Non, mais encore une fois, moi j'insiste sur le fait de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, tout simplement. Ouais, ouais. Si vous êtes Oui, trop dépendant d'une plateforme parce que les algorithmes changent perpétuellement, changent tout le temps, tout ça, je ne conseille pas effectivement de tout miser une stratégie sur un domaine précis. Moi, la majorité effectivement de mes clients vient par le biais du SEO, par le biais de mon site internet ou des recommandations, soit des collègues, soit des anciens clients. ouais. Je me suis pas encore lancé sur TikTok, non. J'ai un compte, mais non. Je suis pas quelqu'un de très fun à la base, donc. J'allais dire, on attend avec impatience les vidéos de Mathias sur TikTok. Ouais. Non, je suis pas trop dessus. Mais, Mais voilà, mais tu vois, en ce moment, je bosse énormément sur Pinterest, assez bizarrement. ouais. Ouais. Là, j'ai augmenté. Après, Ouais. Après, il faut que les réseaux soient suffisamment importants. Moi, je pense que quand on est photographe d'entreprise, bah, faut être sur LinkedIn. Donc, euh, en effet, mais il faut être un peu partout de toute manière. Et en fait, je pense que c'est comme ça que vous alliez aussi cloisonner vos activités. C'est que un photographe qui fait du mariage et hors saison qui fait un peu plus de corpo, et ben en fait, privilégier le vecteur de communication des réseaux pro hors saison, mais qui arrive sur le site où il y a votre portfolio. Et ça marche, en fait. Mais je rejoins ce que dit Coralie. C'est après, on a toujours bien évidemment un système préférentiel. Moi, au jour d'aujourd'hui, je déteste Instagram personnellement. J'ai un outil que je déteste. Je ne comprends, enfin, je me force un peu tout ça. Ouais. Donc j'essaye d'avoir un contenu différent, de montrer autre chose. Mon site internet est très pro, mon Instagram est peut-être un peu moins pro. Mais la sélection des photos, je ne suis pas fan. J'ai beaucoup de mal à extraire une photo et la mettre sur Instagram, par exemple. Mais malgré tout, voilà, je me force. Par Ben, contre, en fait, tu me verras pas sur TikTok, ça c'est évident. c'est C'est- c'est que Instagram va à l'inverse de délivrer un message, quoi. Voilà. Instagram, c'est la valorisation des images. Après, Ouais. tu peux effectivement développer une personnalité, tout ça, par le biais des stories ou par le biais d'un contenu très spécifique. Euh, Moi, je valorise toujours mon site internet parce que voilà, je le considère un peu comme ma galerie, comme ma boutique physique, enfin voilà, ou d'autres mots peut-être un peu Ouais. plus forts. Parce que pour moi, c'est la plateforme la plus importante et c'est celle que je chéris le plus au Ouais. jour d'aujourd'hui. C'est le SEO et le site internet. Ensuite, je pense que ça va devenir Pinterest et ensuite Instagram. YouTube aussi. YouTube, c'est pas mal. YouTube, c'est pas mal pour le linker, pour augmenter son ranking. Ouais. Non, non, mais parce que je pense aux vidéastes, les gens qui font un peu de slideshow et tout. Moi, alors, j'ai une petite retenue par rapport à YouTube, c'est par rapport aux musiques que tu peux mettre dessus parce que tu peux vite te faire bâcher sur YouTube. Sur Vimeo, je connais pas trop les normes, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus souple. Alors ça a évolué, ça a vachement évolué, mais on en parlera peut-être dans Je notre. sais bien. Après, je crois que Eric, Kevin a parlé d'Instagram. Il faut être addict pour percer, très très chronophage. Euh, oui, Comme tout, c'est même le site internet, c'est très chronophage. c'est très chronophage. Après, je pense qu'il faut passer le temps aussi de fidéliser son audience. Puis je vois, il y a Alexis qui répond. Il y a Alexis qui est quand même qui a pas mal d'expérience dans YouTube sur la visibilité. Donc il a les chiffres. Mais je, je c'est chronophage, mais en fait quand les gens sont fidèles, c'est hyper fort. C'est-à-dire que si vous êtes en mode il faut taguer le plus possible de trucs pour avoir le plus de follow et au final avoir un taux d'engagement entre 1 et 5%, c'est dommage. Alors que quelqu'un justement comme Alexis là qui vient de passer, il a un taux d'engagement qui est supérieur à 20%, et pourtant il a énormément d'abonnés. Donc c'est le plus important. Ça a pris du temps par contre. Il n'y aura pas de solution Il y a rapide. une dernière chose vraiment, je voudrais qu'on en parle aussi, ce sont des plateformes qui restent gratuites. Ouais. Et quelles sont les plateformes qui vous permettent de faire du business, de rentrer de l'argent et de communiquer
et qui sont gratuites, Oui. il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui, enfin, clairement. Donc, Oui. donc ouais, le site internet, ça demande des efforts, tout ça, mais une fois que c'est fait, vous n'y touchez plus. Merci tout le monde. C'est adorable, vraiment. Ça motive, en tout cas. Ça motive. On a tout fait. Hein. Ça me donne des idées pour en faire d'autres par la suite. Voilà, Mm. tout simplement. Si on peut revenir sur des choses précises, pourquoi pas, on le fera bien volontiers. Mm. Merci à vous. Ça, en tout cas, ça motive. Ça donne de l'énergie et je trouve que c'est un sujet intéressant et il y a pas mal de choses dont on doit parler ensemble. Mais Oui. voilà, Oui. on essaye de prendre soin de vous, de prendre des initiatives pour vous motiver, pour vous donner de l'énergie. Après, rien ne vous empêche de nous contacter en privé, que ce soit David ou moi. David sera plus, je pense, sur le côté technique. Oui. Moi, je serai plus sur le côté esthétique et communication. Oui. Mais voilà, je vous invite vraiment à vous rapprocher de nous si vous avez d'autres questions. On voit ceux qui sont toujours présents, toujours au rendez-vous. Merci en tout cas. Ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir enfin, en tout cas, ça me touche de vous lire. Du coup, d'ici la fin du week-end, je vous enverrai, enfin ceux qui le veulent, je vous enverrai un lien où vous pouvez télécharger un PDF qui résume les règles à avoir pour traiter les images sur votre site internet. Donc c'est pas énorme, hein, il y a peut-être 6 pages. Donc voilà, si vous avez des trucs, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, soit à moi, soit à Eric. Bah, ou sinon, Pour dire, ça serait je sympa. remettrai un post dans l'après-midi pour vous demander si vous avez d'autres questions. Voilà. Et puis, on tâchera d'organiser un autre live, peut-être. Si on a Ouais, suffisamment de carrément. matière, si on a suffisamment de questions et si on voit qu'il y a de l'intérêt, Ouais, on verra ce qu'on carrément. peut faire par rapport à ça. Ouais, c'est clair. Ça motive. J'espère que ça vous aura inspiré. J'espère que ça vous donnera des idées pour la suite. Je vous souhaite plein de courage, de bonnes choses, de bonnes ondes pour la fin de la crise. Ouais. Faites l'amour à vos conjoints, embrassez vos enfants, Mais avec un masque. prenez soin de vos parents et je vous fais de gros bisous. Bah, bon courage, refaites vos sites, n'hésitez pas, c'est le moment. Et puis c'est très motivant aussi de vous parler en direct. C'est pas facile quand même de suivre, mais Pas facile. En tout cas, ouais, c'était super. Je te remercie beaucoup, David. ouais. Non, mais voilà, voilà, tout va bien ici. J'espère que vos familles vont bien. J'espère que tout va bien de votre côté. Et je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Puis là, on a fait un horaire de gens du matin, donc il y aura peut-être un horaire des gens du soir, hein, j'ai l'impression. Donc il y avait peut-être beaucoup de parents là à 10h du matin, quoi. Mais... On le fera lundi soir de 2h à 3h du matin. Voilà, pour les Ouais, voilà. nocturnes. Voilà. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end à tout le monde. Et Au revoir tout le David, monde. je t'embrasse, je te fais un hug virtuel et à très vite en tout cas. Salut. Au revoir.